Hello, everyone. Welcome to Crohn's and Colitis Canada's Bonjour COVID-19. tout le monde, voici au webinaire, bienvenue au webinaire IBD ce soir. Ce webinaire est offert en français avec l'interprétation en direct. Sélectionnez l'icône en bas, sélectionnez le français. Si vous avez des problèmes techniques durant le webinaire, essayez de rafraîchir votre page web. Vous pouvez aussi nous contacter utilisant les questions trouvées dans le menu ou par courriel à learn@crohnsandcolitis.ca. Ce webinaire est enregistré. Un lien vers la vidéo vous sera envoyé par courriel et publié sur le site web 24 heures après le webinaire. Des sous-titres en français seront disponibles la semaine suivante. Vous pouvez accéder aux vidéos à crohncolite.ca, COVID webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, la période de questions et réponses, veuillez communiquer, commenter dans la section questions-réponses de la barre de menu du webinaire. Nous ne pouvons pas répondre aux questions sur les situations médicales spécifiques. Obtenez des réponses sur les vaccins à www.crohns et Colite Canada. Et maintenant, c'est mon privilège d'introduire la présidente PDG, Lori Racki. Bonsoir tout le monde, je suis Laurie et je suis vraiment heureuse d'ouvrir ce soir ce webinaire. C'est vraiment une soirée spéciale en terminant notre webinaire, notre série de webinaires pour l'été. Et nous espérons encore plus long que l'été. Avec les vaccins qui sont disponibles de plus en plus, COVID-19, les chiffres diminuent et les villes qui s'ouvrent. Nous regardons vers l'avant avec un espoir et optimisme. Nous sommes vraiment reconnaissants qu'au travers de tout cela, nous avons été l'organisation à qui vous avez pu vous tourner pour de l'aide. Nous sommes reconnaissants que nous avons une communauté extraordinaire de support derrière nous. Et sur cette note, je voulais toucher sur le Gutsy Walk, un bel exemple de communauté, d'esprit de communauté. Récemment, on a eu notre marche Gutsy Walk le 6 juin. L'événement a rapporté notre communauté de côte à côte pour pousser la connaissance et se supporter et de fonder les prochaines recherches. Plusieurs d'entre vous ont participé à cet événement et je veux vous remercier. Avec votre aide, nous avons pu soulever plus de 2,3 millions de dollars. Quel bel accomplissement, tout le monde. Donc, c'était vraiment inspirant de voir tous les gens et les organisations se rapprocher pour aider la communauté IPD ou MII. Gutsy Walk est un événement annuel qui font les fonds pour l'année, pour les études. Et ceux affectés par compte Colite, j'ai pu participer dans notre processus de revue récemment et c'était vraiment excitant de savoir et de voir les nouveaux projets qui vont recevoir des subventions de nous. Quelle belle rigueur dans les sélections de projets. Gutsy Walks a vraiment aide à contribuer ce financement. Et à cause de vous, on peut pousser de l'avant dans une étude intéressante. Et à cause de vous, on peut continuer à livrer des programmes comme celle-ci et ces webinaires. Un gros merci à nos volontaires, nos donateurs, nos organisations, les recherchistes et les soignants, aides-soignants, et pour tout ce que vous aidez à faire. Nous avons une promesse. Crohn et Colite Canada croit dans notre mission de guérir la maladie de Crohn et colite ulcéreuse et améliorer la vie des enfants et les adultes touchés par ces maladies chroniques. On travaille vraiment fort pour vous supporter avec de l'information, des ressources et de la recherche. Comme toujours, cette information et les webinaires, les enregistrements sont accessibles sur notre site web à crohncolite.ca. Ce soir, c'est le 26e webinaire et le dernier webinaire de COVID de la saison. Derrière tout, le groupe de travail de la COVID-19 de Crohn et Colite Canada. Depuis le début, on s'est organisé pour que les questions soient répondues et les ressources soient en place pour aider notre communauté au travers de cette crise. Plus récemment, ils ont complété un rapport sur l'impact de COVID-19 sur les gens avec MII, qui est un résumé de cet effort. Vous allez trouver plus sur ce rapport ce soir. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir cette équipe
de maladies infectieuses et spécialistes pour nous aider au travers de la pandémie. Plusieurs d'entre eux, vous avez déjà rencontré durant ces séries webinaires et il y en a qui sont ici ce soir. Je vais prendre un moment maintenant pour reconnaître cette équipe extraordinaire qui ont donné leur temps, leur expertise vers cet effort compréhensible. Merci à l'équipe et les membres. Dr. Lisa Barrett, Dr. Charles Bernstein, Dr. Marc Bradette, Yusha Chohan, infirmière, Dr. Cheryl Fowler, Dr. Jean-Éric Guilla, Dr. Diana Gibson, Dr. Anne Griffiths, Dr. Jennifer Jones, Dr. Ellen Kunzik, Dr. Rena Khanna, Dr. Peter Lakatos, Dr. David Mack, Dr. John Marshall, Dr. Remo Paniccioni, Dr. Cynthia Xiao, Dr. Laura Tragonwick et Sandra Zelinsky. Et bien sûr, merci à nos coachs Gil Kaplan et Eric Benchmall, qui ont été ici depuis le début pour diriger cet effort compréhensif. Joignez-vous à moi pour une bonne main d'applaudissements. Malgré qu'on ne peut pas vous entendre, nous savons qu'il y a des milliers de personnes maintenant. Merci à tous nos panélistes qui vont nous parler ce soir. Merci aussi à BG Communication et Mike, l'interprète, pour donner l'interprétation en direct. Et encore une fois, merci à Dr. Kaplan et Dr. Benchmall qui vont modérer le webinaire de ce soir. Dr. Gil Kaplan, professeur de médecine à l'Université de Calgary, gastro-entérologue et épidémiologiste, président sortant, conseil consultatif scientifique et médical. Dr. Eric Benchmall, professeur Université de Toronto, gastro-entérologue pédiatrique, président de Sick Kids, CCC, conseil consultatif scientifique et médical, CCC. Council, as well as a Crohn's and Colitis Canada Board Director. Thank you, everyone. Merci à tout le monde et je vous souhaite le meilleur à vous et vos familles pour un bon été. Merci, Laurie. Merci. Je ne peux pas croire que c'est le 17 juillet, le 7 juillet, je me souviens, à mars, et ce webinaire, on avait dit à tout le monde dans la communauté que nous serions ici durant ces webinaires, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que nous serions dans un point dans la pandémie où la vie était pour se rapprocher plus à 2018 que 2020. Et je crois qu'on est pratiquement arrivé. Je crois qu'on est à la meilleure place qu'on est depuis le début. Oui, certainement, la disponibilité des vaccins a vraiment changé la donne. Et j'ai vraiment hâte d'ouvrir encore ici en Alberta. Et ils se sont ouverts et tout est très grand ouvert. Ontario, on a pris une approche plus mesurée. Pas tout est ouvert encore. On fait beaucoup plus attention cette fois-ci. Mais j'ai hâte de voir tout ça et les choses sont prometteuses. Donc, c'est des bonnes nouvelles que ce serait possiblement notre dernier webinaire COVID parce qu'il semble qu'on est finalement en train de sortir de tout ça et nous serons ici si vous avez besoin de nous, si quelque chose change ou des nouvelles données ou des nouvelles sciences. Nous serons ici pour vous donner cette information, mais on va agir comme si on est pratiquement terminé. Et le webinaire de ce soir, c'est un webinaire spécial. J'étais vraiment heureux de pouvoir montrer les photos de l'équipe et des membres. On les remercie à chaque webinaire, mais je ne crois pas qu'on a montré leur visage, mais vous avez probablement reconnu en tant que panéliste dans différents webinaires et donc plusieurs seront ici ce soir. Et ce soir, c'est spécial parce que nous allons discuter de l'impact de COVID-19 et le rapport sur le MII et le rapport que nous avons monté. Et je vais partager maintenant mon écran. Et ce que Eric et moi, nous planifions de faire, c'est de faire un survol du rapport. Et ce qui est vraiment excitant, c'est qu'on va voir ceux qui sont en tête après cette présentation pour
plonger en profondeur sur les choses. Le thème de ce soir, c'est de souligner l'impact de COVID-19 et IBD. C'est un rapport de 100 pages et plus pour Chronicolite Canada pour comprendre l'impact de COVID-19 sur la communauté MII au Canada durant cette première année et un peu plus de cette pandémie. Ce rapport a pris à peu près 6 mois à créer, au-delà de 30 individus que leur expertise pour assurer toute l'information nécessaire et la santé. Les perspectives de santé. Éric et moi, on a eu le privilège d'être là pour vous montrer un survol de cette présentation. Et après, on va montrer chaque leader de chaque section du rapport pour discuter de leur chapitre en détail. Je devrais dire que ce rapport est pour chacun de vous, a été écrit pour que vous puissiez tous comprendre, on l'espère, écrit dans un langage simple avec un glossaire pour traduire les termes scientifiques. Et ça devrait vraiment résumer bien ce que vous avez appris dans la dernière année et demie sur COVID-19, sur les vaccins, sur le soin MII, comment ça a changé, comment ça continuera à changer. Nous croyons que vous allez trouver ça vraiment intéressant à lire. C'est long un peu comme lecture de sommeil, mais pas trop de détails. Ça devrait être assez excitant. Il y a beaucoup de graphiques intéressants. Et nous allons commencer avec une revue de ce que nous allons parler dans le rapport et on espère que vous allez le télécharger, le lire vous-même et nous laisser savoir votre rétroaction, laisser savoir comment vous vous y prenez et comment votre vie a changé au cours de la dernière année. Et c'est une image d'Éric et moi, on l'a montré déjà auparavant. On était à une game de baseball Blue Jays avant la pandémie et c'était... le OMS, on s'est rencontré avec le leadership pour parler de l'équipe, des tâches. On était dans un groupe d'experts pour servir sur cette équipe. Vous pouvez voir cette équipe à l'intérieur du cercle que je vous ai montré. Et à l'intérieur du cercle, ça représente des individus qui sont des experts dans chacun de leurs domaines. Il leur laisse 6 mois maintenant de développer une communauté pour supporter sur l'impact de COVID-19 sur la communauté MII au Canada. Et l'objectif du rapport sont ici. La première, pour créer une mise à jour sur le fardeau COVID-19 sur les MII au Canada. Le deuxième était de sensibiliser le grand public, les patients et les prestataires de soins de santé, les administrateurs et les décideurs à l'impact de la COVID-19 sur MII. Et troisièmement, fournir des conseils aux besoins spéciaux dans les prestations de soins pour les personnes atteintes d'un MII pendant la pandémie. Donc, notre comité d'organisation était moi, Éric, et d'autres experts, Charles Bernstein, Alan Beaton, Jennifer Jones, Kunzik, Sandra Murthy, Laura Warnick, Joseph Windsor. Le comité a développé des groupes, chacun représentant des chapitres différents du rapport. Ces groupes de travail incluent épidémiologie, santé mentale, facteurs de risque et des médicaments, enfants et grossesse, vaccins, aînés atteintes d'une maladie, statistiques, futurs modèles, connaissances de traduction, systématique littérature, visioconférence, section de rédaction, itératif par les pairs, parties prenantes engageantes, les impacts de la COVID-19 MI au Canada, lancement 7 juillet, journal de l'Association canadienne et gastro-entérologie, 9 articles dans un numéro supplémentaire. Journal de l'Association des gastro-entérologues, Dr. Kudik va se joindre dans le prochain segment pour discuter de la méthodologie et comment ils ont monté ce rapport ensemble. Dans les prochaines 10 minutes, Éric et moi, on va donner une revue, un survol. On va commencer avec les 2 chapitres, épidémiologie et application des connaissances. Donc, Dr. Stephanie Coward a eu le groupe de travail. Elle va se joindre à nous pour discuter de ce chapitre d'épidémiologie et en collaboration avec le consortium pour étudier la prévalence des MII de 0,8 en 2021, 300 000 personnes vivant avec un MII au Canada. Et aujourd'hui, plus de 300 000 Canadiens vivent avec le MII. La prévalence a monté à 1 de la population d'ici 2032. On voit les chiffres ici, partout
au Canada et dans le monde, que nous puissions présenter les informations les plus pertinentes durant notre série. Commencé, et si vous vous souvenez, vous pouvez voir dans le tableau ici qu'il y avait à peu près 250 000 personnes, 800 cas au Canada, 20 étaient dans le Secure IBD. Et à la fin de juin, 180 millions, 1,4 au Canada et 6 200 cas de IBD patients qui ont eu dans le registre COVID. Les chiffres nous démontrent les cas diagnostiqués dans l'année qui vient de passer. Notre pays a vécu 3 vagues en rentrant l'été de 2021. Les mesures de pratique et les programmes de vaccination aussi ont fait diminuer les cas. En réponse à COVID-19 et la pandémie, Chronocolite Canada et l'équipe a synthétisé les informations sur une base régulière, communication en temps réel avec les gens de la communauté, que Eric va montrer des outils après et ce webinaire et cette série que nous avons créée pour le public et là pour vous aider. Dr. Joseph va se joindre après cette présentation. En plus d'être l'éditeur de le rapport d'impact, il était instrumental dans cette équipe et dans les stratégies de traduction, après avoir créé les diapos que j'ai partagés durant les présentations de ce webinaire et édité beaucoup de les vidéos webinaires pour le visionnement futur si vous ne regardez pas en direct. Cette diapo nous montre l'impact de la série, notre premier webinaire en mars 19, COVID-19 et ce que vous avez besoin de savoir. 2600 personnes se sont inscrites et depuis, ça l'a monté. Dans la dernière année. En fait, en janvier, 3000 inscrits. On a complété 26 vidéos et possiblement beaucoup plus de personnes se sont inscrites pour beaucoup plus, au-delà de 12 000 personnes en total en direct et nombre total de vues vidéo archivées 35 000, pardon, excusez-moi. Je vais demander à Eric d'arriver ici pour vous montrer le site web et où vous pouvez trouver le rapport aussi. Je vais arrêter de partager mon écran ici pour partager à Eric. Oh, Eric, you're on mute. Eric, tu es en sourdine. I'm sorry, my mistake. Désolé, mon erreur. Vous devriez voir Chronocolite, le site Cherry Pang qui a travaillé fort. J'ai connu Sherry depuis 10 ans maintenant. Elle m'a demandé de m'impliquer à Ottawa et a commencé comme un volontaire et maintenant dirige le chapitre. Donc, bonsoir Sherry. Et regardons maintenant si on va sur le site web et Chronocolite directement et vous allez voir les différents chapitres ici sur le site web, différentes sections. Et donc, par exemple, si vous voulez connaître plus sur les vaccins et la preuve alentour des vaccins dans les patients MII et ainsi de suite et nos recommandations, vous pouvez cliquer sur la section vaccins. La voilà, vous roulez vers le bas, les questions les plus fréquemment posées, les questions-réponses dans cette section et on espère que dans le FAQ, il va y avoir les réponses à vos questions au fur et à mesure que vous en avez besoin. Mais le focus ce soir, c'est vraiment le rapport. Donc, on déroule vers le bas et vous allez voir le rapport COVID et les informations en format PDF ici. Vous pouvez voir tous les gens qui étaient impliqués pour créer ce rapport. Une longue liste de personnes qui nous ont aidés à écrire ce rapport, éditer le rapport. Nous allons traduire le rapport en français aussi. Malheureusement, les choses ont été un peu de dernière minute. On n'avait pas la traduction française à temps pour le lancement d'aujourd'hui, mais dans quelques semaines, on devrait avoir une traduction française bientôt dans les jours à venir. Et chacun des chapitres montrés ici sont vraiment écrits de façon que le membre standard devrait comprendre. Et on espère qu'ils vont comprendre ce qui est inclus. Ça commence avec un sommaire, un résumé, les points clés. Si on lit rien d'autre, les clés, points clés, c'est le focus que vous devriez avoir, une revue de ces points clés ce soir. Donc, je veux aller maintenant, on parlait un peu de chacune de ces sections et vous devriez voir mes diapos maintenant. Et donc, on va commencer avec la section
que j'ai dirigé avec Cynthia Sial, qui est gastro-entérologue avec une expertise en enfance et MII, enfance atteinte d'un MII, femmes enceintes et personnes âgées. Vous savez que cette section, les enfants avec MII ont la maladie moins grave et vont avoir moins besoin d'hospitalisation qui est constant avec ce qu'on voit avec l'historique naturel de la maladie dans la population générale. Même si vous n'avez pas le MII, généralement, les jeunes sont moins inclinés à avoir des maladies sérieuses, mais il y a des exceptions avec certains enfants qui ont COVID-19. Dans la population générale, la grossesse est associée avec des risques plus élevés ou des complications comme accouchement prématuré, décès maternel, mais l'impact le risque n'est pas connu encore. Il manque de science pour voir particulièrement le COVID-19 pour les patients MII pour voir si c'est différent de la population générale. Avec les aînés aussi, comme on a souligné, les gens plus âgés sont à risque, qu'ils aient MI ou non. Certainement, il y a des médicaments qui font qu'ils sont à plus haut risque, être sur les stéroïdes ou d'autres immunosuppresseurs et être mal nourris peuvent causer des problèmes aussi et d'avoir des inflammations sévères chez les vieillards. Mais en général, les vieillards ont les mêmes risques qu'ils aient MI ou non. Et donc, en général, les vaccins sont recommandés dans tous ces groupes d'âge parce que nous avons vu dans les vraies preuves que les vaccins sont vraiment efficaces pour éviter la maladie et éviter les complications pour ceux avec le MII. Donc, parlons un petit peu plus des facteurs de risque, médicaments et la santé mentale. Donc, vous avez vu cette image probablement de la première ou deuxième webinaire. C'est le modèle que nous avons suivi à date pour essayer d'identifier les gens dans l'auditoire avec MII qui sont un risque standard, qui devraient suivre les risques les lignes maîtresses directrices de santé publique et les gens en bas de 65 ans qui ne prennent pas des immunosuppresseurs ou des biologiques et le IBD est en suppression, ils ne sont pas mal nourris et pas de comorbidité. Et donc, ces personnes devraient suivre les mêmes lignes directrices de santé publique qui sont au même risque que complications COVID-19. Et ensuite, le risque moyen, on n'est pas 100% sûr. Le registre a indiqué qu'il y a les gens qui sont sur les immunosuppresseurs ou biologiques probablement font les mêmes résultats que les gens dans la population générale. L'exception pourrait être Zofran ou pour les complications de COVID-19, mais dans ce médium risque moyen, on encourage les gens de faire attention, d'être un peu plus sévère que les directions santé publique, éviter les rencontres en personne et même maintenant, durant ce temps de vaccin, c'est le groupe qui va vouloir continuer à porter les masques à l'intérieur parce que les variantes Delta peuvent les infecter plus souvent parce qu'ils sont immunosuppressés et on n'a pas d'informations sur la variante Delta encore dans ce groupe de patients, mais de faire attention. Et donc, les risques élevés des gens de 65 ans et plus ou ceux qui ont moins de 65 ans et ce sont les stéroïdes. Ces gens, certainement, sont à risque augmenté pour COVID-19, être hospitalisés et ou potentiellement de mourir de COVID-19. Nous savons que d'avoir l'inflammation vous augmente le risque, être mal nourri vous met à risque aussi. Donc, c'est les gens certainement qui devraient être vaccinés. On espère déjà qu'ils sont vaccinés, mais devraient être vraiment faire attention, peut-être pas isoler complètement une fois que vous êtes vacciné, mais de continuer à porter le masque à l'intérieur. Le résultat de COVID-19 et de cette pandémie, nous avons certainement identifié une augmentation de stress et de mental chez les patients avec MII et ça a été démontré chez les enfants, les adolescents, les vieillards et les gens enceintes avec MII et sans MII. Et donc, ça a été ce qui a souligné la pandémie aussi et Dr. Bernstein en a parlé bientôt. Donc, beaucoup de questions sur les vaccins, les prestations, des soins de santé, les futurs de modèles de soins et ce chapitre va gérer ça aussi. On a fait une revue aussi, les différents types de vaccins, la ARNM, les vecteurs
dans nos virus qui sont efficaces et qui ont produit des réponses vers SARS-CoV-2, la maladie qui cause le COVID, et surtout suivant ceux qui ont pris les 2 doses. Et nous savons qu'en étant sur un biologique ou immunosuppresseur, vous avez probablement moins d'anticorps après une dose, possiblement pas 0, ça pourrait être 0, mais possiblement pas 0. Mais après 2 réponses, les IBD, ces études ont démontré une bonne réponse immunosuppresseur contre le virus de COVID-19. Il semble que les gens avec MI vont être protégés après 2 doses. Je voudrais mettre le focus ici sur des nouvelles données. Ce n'est pas dans les populations MII, mais dans les groupes en général, dans le public. Le variant Delta et la façon, donc, comment il fonctionne, c'est des données ici des Royaumes-Unis. C'est un petit peu une plus vieille étude qui a montré comment que les 2 types de vaccins, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, comment ils ont fonctionné pour empêcher COVID-19 dans le Alpha, qui est la variante originale de Royaume-Uni, versus le Delta, qui est la plus récente décrite de l'Inde. Et vous pouvez voir qu'après une dose, le vaccin ne sont pas aussi efficaces contre la variante Delta, mais après 2 doses dans la population générale, il semble être vraiment efficace contre la variante la variante Alpha. Les gens sont protégés contre les symptômes symptomatiques et avoir développé des symptômes. Mais de façon plus importante, les données qui sont arrivées de Santé publique Londres qui ont montré que oui, c'est efficace contre les symptomatiques, mais ici, les chiffres pour être hospitalisé avec COVID-19 et en fait, après 2 doses, le Pfizer vaccin et AstraZeneca vaccin sont également efficaces contre l'alpha variante ou la variante Delta. Donc, vraiment, c'est le chiffre important, 95 et 96 et 92 %, c'est vraiment utile, même si vous avez l'infection, que vous ne serez pas hospitalisé pour COVID-19 parce que le vaccin fait que c'est une maladie moins grave. Et donc, la ligne de base ici, il y a un bon espoir de dire que si vous êtes vacciné avec 2 doses, nous allons sortir de cette pandémie et vous allez retourner à une vie normale. Donc, ici, un petit peu le chapitre sur le futur, ce qui est arrivé dans les thérapies changeantes et le futur de COVID-19 et c'est une nécessité de modèles différents de livraison de soins avec le MII, incluant les soins virtuels et la vérification des activités pour influencer les modèles du futur, je crois. Je crois qu'on ne retournera pas à un jour où chaque visite sera en personne. Je crois que nous avons appris que nous pouvons vérifier la plupart des patients de façon virtuelle. On peut voir de façon virtuelle, on peut faire le FICO-CAR et d'autres méthodes pour s'assurer que vous êtes bien et de continuer à suivre de façon virtuelle. À moins qu'il y ait des drapeaux rouges et que les choses ne vont pas bien, on voudrait vous voir à personne. Mais il y aura cette poussée dans le futur post-pandémie pour une augmentation de vérification virtuelle et de s'assurer que vous êtes bien. Ça peut être avec la technologie, comme les technologies portables, les applications portables, les applications comme MyGod App, que Concolite Canada a développé. Je crois que nous allons avancer rapidement pour pouvoir être un des mécanismes que nous pouvons utiliser et vérifier que vous êtes en santé bien à la maison et n'êtes pas obligé de vous amener en clinique à tous les mois ou à tous les 2 mois ou 6 mois. Donc, résumé en conclusion, ce rapport est vraiment visé à résumer ce qu'on a appris dans les derniers 15 mois et de vraiment produire la poussée, pour pousser les choses de l'avant et au-delà de cette pandémie, mais de ne pas oublier les choses qu'on a appris durant les derniers 15 mois. On a appris beaucoup sur comment le virus interagit avec l'inflammation, les stéroïdes. On a appris beaucoup sur les vaccins et dans les patients MII et comment les biologiques ont influencé les réponses des vaccins. On a appris beaucoup aussi sur la vérification à distance et rien de ces choses-là ne seront rejetées après la pandémie. Nous allons prendre toute cette information et construire pour le prochain niveau pour vous traiter mieux. Votre qualité de soins va augmenter aussi dans le futur. Et avec cela, je veux introduire les panélistes et vous pouvez allumer vos caméras. Je vais aller rapidement.
Mais pour commencer, Dr. Leslie Graff, qui a été sur ce webinaire souvent auparavant, psychologique clinicienne à l'Université de Manitoba, Dr. Charles Bernstein, professeur émérite de médecine, chef de section de gastroentérologie et directeur de programme au centre MII, bien connu à l'Université de Manitoba, Dr. Ellen Kunzig, qui est associée de recherche principale avec moi à ICSC Kids, épidémiologiste, une patiente vivante avec MII, et Dr. Cynthia Xiao, qui ne s'est pas joint à nous encore, mais va se joindre à nous plus tard, qui est une spécialiste de gastroentérologie et de MII, professeur agréé à l'Université de Calgary, et Dr. Laura Guannick, professeur agréé de médecine à l'Université de l'hôpital de Toronto, Dr. Diana Gibson, professeur agréé biologique à l'Université de Colombie, Dr. Joseph Windsor, associé de recherche, faculté de médecine à l'Université de Calgary, avec Dr. Kaplan, Dr. Sanjay Murthy, maintenant associé professeur médecin. Félicitations, Sanjay, ça vient de rentrer la semaine passée. Et donc, c'est fantastique comme nouvelle maintenant, professeur adjoint à l'Université d'Ottawa. Et Dr. Stephanie Coward, associée de recherche, épidémiologiste, unité des maladies inflammatoires de l'Arche-Université de Calgary. Et donc, vous pouvez allumer maintenant vos webcams si vous le désirez. Mais c'est un peu les premières questions qui sont visées à Dr. Kunzik, Ellen, parce qu'elle était vraiment instrumentale et essentielle pour concevoir les méthodes pour développer ce rapport. Hélène, peux-tu nous en parler un peu sur les méthodes que tu as utilisées pour créer ce rapport et comment ramener toute la preuve et nous parler de ta perspective comme scientifique et comme personne qui vit avec MII? Quel a été l'impact de COVID-19 dans ton monde et sur les patients et les populations en général que vous voyez? Ellen, are you there? Ellen, êtes-vous là? Ah, je crois qu'elle est en sourdine. Bon, une erreur que je ne devrais pas faire après 15 mois, je sais. Donc, on va commencer pour remercier Eric Gill pour l'opportunité et l'invitation de parler de toute cette preuve d'information et tous les scientifiques et gastroentérologues et tout le monde qui est impliqué dans le travail ici, qui ont travaillé pour écrire ce rapport de joindre le tout. Donc, on a commencé comme un comité originalement pour mettre à jour la version 2018 de ce rapport d'impact qui regardait la vie pré-pandémie et comment l'impact de MII dans un monde où la pandémie n'existait pas. Mais ensuite, avec la pandémie, clairement, rien n'était important autant que l'impact de COVID-19 sur les patients de MII. Donc, nous avons pivoté pour mettre le focus sur COVID particulièrement et son impact. Et comme Guy l'a mentionné, nous avons un rapport de 100 pages. Et donc, clairement, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de science qui est arrivée dans la dernière année. Et donc, en tant que comité, nous avons identifié des experts dans tous les différents domaines qui ont été mentionnés. Et chaque chapitre ou section du rapport a été assemblé par des experts dans ces champs d'expertise, des gens connaissants sur la santé mentale comme Leslie Graff, pédiatrie, des experts comme Eric et Griffiths vraiment fait un beau travail sur ce chapitre, Cynthia Xiao et pour les enceintes, etc., etc. On ne peut pas nommer tout le monde, vous allez tous les entendre plus tard. Et ce que nous avons fait pour guider toute la science qui est arrivée, on a fait une revue systématique. Lorsque les gens publient des articles de médecine, ils sont déposés dans différentes bases de données. Et donc, chaque article de journal est dans une de ces bases de données. PubMed est courante et vous l'avez déjà entendu parler d'elle, et aussi d'autres bases de données qui étaient là particulièrement pour capturer des recherches sur COVID-19. Et une de ceux-là était créée par le WHO. Donc, nous avons créé une grande stratégie. Des mots comme COVID-19, SARS-CoV-2 et d'autres synonymes que nous pouvons trouver qui pourraient être utilisés dans un article de COVID-19. Nous les avons combinés avec
bronchiolite et des mots que vous auriez typiquement associés avec MII. Nous avons regardé comment de ces articles ont été publiés. Il y avait un grand nombre, et nous avons eu des fellows, des physiciens, des médecins en formation qui ont passé au travers de tous les articles. J'oublie combien le nombre en était exactement, mais des milliers qui ont passé au travers le soir et fin de semaine et ont trouvé des thèmes et toutes les épidémiologies qui ont allé à Dr. Cowart et épidémiologie et tout sur la pédiatrie est allé vers Eric et son équipe. Et donc, tout le monde a eu la preuve la plus à jour que nous avons pu trouver. Et après avoir fini le rapport, et comme tout le monde écrivait, on a continué à chercher des articles parce que tout a évolué rapidement. Les vaccins étaient un sujet que une nouvelle preuve à tous les jours. Donc, constamment en train de garder tout le monde à jour pour s'assurer que le rapport avait l'information la plus à jour. Nous avons fait le rapport aussi complet que possible et compréhensif. Et donc, les groupes de travail ont été rassemblés, chacun des chapitres, et tous les chapitres ont passé au travers d'une édition complète. Et Dr. Windsor sera ici pour plus tard. Elle fait un beau travail de traduire de mots scientifiques et de rendre ça beaucoup plus accessible comme rapport dans les versions qui est sur bronchiolite aujourd'hui. Et en pensant à l'impact de COVID-19 sur le MII en tant que scientifique, c'était incroyable de voir à quel point combien de gens ont pivoté leur programme de recherche rapidement et tellement de collaboration alentour du globe. En fait, lorsqu'on pense à des choses comme le registre sécure de COVID, le travail qui a été fait, et le dévouement que les gens ont mis pour créer ces bases de données et de faire la recherche sur les données qui étaient accumulées dans ces bases de données. Et même pour tout le monde alentour du monde qui a donné de l'information sur leurs patients qui ont contracté COVID-19. Ça a été vraiment un effort colossal pour avoir toutes ces données, rassembler toutes ces données. Et ça a été vraiment important pour informer les médecins, les patients MII et tout le monde sur l'impact de COVID-19 a été réellement sur les patients MI et quels sont les facteurs qui augmentent le risque. Lorsqu'on parlait du rapport, une chose qui m'a frappé, il y a un manque de preuves dans certains domaines aussi. On a mentionné, Eric a mentionné sur la grossesse et chez les vieillards, on n'a pas assez de données sur ces aspects et d'autres questions qui ont toujours été en tête que je n'ai pas vu des bonnes données. C'est quel a été l'impact des patients MI qui ont été plus adhérents aux lignes maîtresses de soins public, comment ça a affecté la population MI. Et moi, personnellement, à comparer à des amis et la famille, mon groupe d'âge, je suis beaucoup plus à risque. Et même entre décembre et janvier et l'automne, le printemps, c'est-à-dire, pardon, je sais que beaucoup de gens ont été beaucoup plus confortables avec les rassemblements, les ouvertures que moi je l'étais. Et ça a été un défi. Et je sais même encore aujourd'hui, je suis probablement plus hésitante de l'ouverture de tout. Et beaucoup de gens, je sais que j'ai beaucoup de pression de la famille pour sortir et voyager. Oui, tu as eu les 2 vaccins, n'est-ce pas? Soyons clairs, tu as eu les 2 vaccins et tu es quand même un peu nerveuse. C'est le sentiment que beaucoup de gens ont, sans doute. Et je veux revenir un petit peu à ce que tu as dit sur l'impact des gens, les patients MI qui restent à la maison. Il y a des études dans la dernière année qui ont montré que les patients sont à un plus bas risque de même recevoir le COVID. Et ça, c'est la pensée, c'est une des raisons pour laquelle ils se protégeaient plus. Je me demande s'il va y avoir une étude qui a regardé les risques les médecins d'âge moyen d'avoir le COVID-19 et ils vont montrer qu'on est plus bas aussi parce que nous sommes plus, on s'est protégé plus, on a pris ça au sérieux et nous pouvions rester à la maison plus souvent si on n'avait pas à travailler dans l'urgence.
Et donc, une situation semblable que les patients MI, je crois. Vas-y, Gil. On espère que ces webinaires ont joué une petite partie pour aider la communauté MI. J'espère que cette connaissance de pouvoir suivre les bonnes lignes maîtresses pour avoir la bonne information et de faire les choses qu'ils ont besoin de faire. Et je répète encore, Éric, merci pour tout ce que tu as fait pour rassembler ce rapport. La différence entre un rapport qui est basé sur les preuves versus les opinions, c'est d'avoir une approche systématique pour définir la littérature qui remplit les informations dans le rapport. Et Hélène était chef de file pour s'assurer qu'on a la preuve pour supporter le tout et coordonner les différentes pièces dans ce rapport et de les rassembler durant les derniers mois. Et tu as mentionné aussi inviter la prochaine pour parler de la traduction, la connaissance et les questions que nous avons postées. Comment communiquer la connaissance de COVID-19 et son impact sur AIBD durant la pandémie. Et j'ai été mentionné plus tôt dans ma présentation linguistique, un travail avec CCC depuis longtemps à rassembler le tout. Et c'est une clé d'avoir ton avis éditeur du rapport, mais comme quelqu'un qui a été impliqué avec tout ce que nous avons fait. Oui, absolument. Les commentaires d'auparavant, je suis aussi très heureux d'avoir été impliqué. C'était une belle expérience d'apprentissage pour moi et une belle opportunité de travailler avec une équipe nationale. Mon approche à la traduction de connaissances, c'est de donner aux gens toute l'information possible de façon accessible et de façon importante sans diluer la science ou diluer l'information. Donc, Éric a déjà parlé un peu de comment c'est accessible comme langage. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Lorsqu'on rentre dans le chapitre des vaccins, ça devrait vraiment scientifique. Et donc, plutôt que de prendre ces informations, on essaie de démontrer toutes les définitions qui sont là. Il y a beaucoup d'hyperliens dans le document. Si quelque chose n'a pas de bon sens, pour vous, vous pouvez aller voir la définition, l'hyperlien, ou aller à une ressource externe. Et si cette information est intéressante pour vous, elle est là, elle est disponible. Et si ça t'a fait gelé sur la page, donc tu peux continuer avec encore plus d'informations qui seraient plus importantes ou plus pertinentes pour ta situation. Et l'autre stratégie, plutôt que de simplement mettre tout ça dans un langage accessible, c'est de s'assurer que l'information est communiquée au travers une grande variété de médias. Et donc, nous avons la parole écrite dans le rapport que n'importe qui peut lire à leur aise. Nous avons les webinaires qui peuvent entendre ces opinions expertes s'ils sont de façon auditoire. Et on essaie aussi de donner, on espère, des informations infographiques dans le rapport et dans le webinaire pour que l'information visuelle soit là. Et nous avions essayé de mettre toute l'information sur YouTube ou Compte Colite Canada et son site Web. Donc, si vous n'avez pas pu vous joindre à nous en direct, vous pouvez retourner et voir ou re-regarder les pièces d'information pertinentes. Et un de mes un plus grand rôle dans tout ce qui a trait à trouver des segments de 5 minutes dans chacune des sections du webinaire en direct pour les mettre dans des petits clips de vidéo si vous êtes intéressé. C'est quoi le rôle de la grossesse et MII et COVID et comment ils peuvent entrejouer. Vous pouvez voir ce clip où Cynthia parlait de cette information, par exemple, et regarder cette pièce de 5 minutes qui est surtout pertinente pour vous ou quelque chose de peut-être moins important. Et donc, CCC et la traduction d'informations a joué dans ma philosophie de traduction d'informations et de donner toute l'information, donner une variété de façons et donner aux gens les outils pour avoir accès à l'information de la façon dont ils veulent l'avoir. Et pour ceux qui sont dans l'auditoire, pour voir la présentation dans ces webinaires semble incroyable comme diapo. C'est toujours Joey
qui a monté tout ça pour moi et de travailler avec CCC et avec ses infographiques et l'autre personne qui était vraiment derrière la scène, qui fait beaucoup de chiffres pour nous et toutes les données qui ont été ici sur les webinaires, c'est Dr. Stephanie qui a fait une maîtrise à l'Université de Calgary et qui a travaillé là aussi. Et Stephanie dirige la section du chapitre de regarder l'épidémiologie de COVID dans le monde et sur la population MII. On veut que tu puisses, quand tu peux partager avec nous tes pensées sur l'épidémiologie et l'impact sur COVID au Canada et dans la communauté MII. Donc, je crois que c'était la chose la plus amusante que j'ai pu faire en tant qu'épidémiologiste, de voir les données arriver et d'arriver en temps réel. Normalement, lorsqu'on a ces données, c'est vieux, c'était rassemblé. On ne peut pas voir vraiment les nouvelles données qui avancent, mais maintenant, ce que le gouvernement du Canada nous a permis de faire, c'est de nous donner des niveaux de données individuelles pour chaque cas de COVID. Et ce que j'ai produit et pu regarder, c'était les tendances de COVID à l'intérieur du Canada, l'hospitalisation, l'urgence, les morts, les asymptomatiques et toutes ces choses qui étaient vraiment intéressantes, surtout lorsqu'on regarde les premières diapos que j'ai produites pour ces premiers webinaires où on avait vraiment ces taux d'hospitalisation très hauts, la mortalité très haut et toutes ces choses. Et hier, comme je me préparais pour ce webinaire, j'ai repassé par ces statistiques et j'ai dit où sommes-nous maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Et c'est vraiment drastique. C'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant nous voyons 16 de mortalité avec la population vieillissante que nous avons vu en novembre et maintenant a descendu à 9. Et donc, on apprend de plus en plus et cette donnée nous permet de suivre et de regarder. Et l'autre chose intéressante aussi que j'ai pu faire, et nous avons fait surtout dans ce rapport, c'est de calculer ce qui s'appelle la RT ou le taux de reproduction de cette maladie. Donc, il y a deux termes que nous utilisons, la R0, RT. R0, c'est si on faisait rien, à quel point elle pourrait se propager, quel est le nombre moyenne qu'une personne pourrait infecter. Le R0 de COVID est à peu près 5,7 plus haut que la grippe. Et donc, si ce n'était pas vérifié, on serait dans le trouble. Le RT nous démontre que on peut affecter la transmission de ce virus dans le temps. Et il y a différents facteurs qui sont en jeu. Et donc, beaucoup de différentes mesures de santé publique, de porter des masques, laver les mains, la distanciation physique, que je devrais dire. Et un des points importants, c'est la vaccination et qu'on peut vraiment modifier ce RT. Et donc, pour mettre ça en perspective, lorsqu'un RT est moins que 1, on va voir une diminution. Quand c'est 1, ça va être stable. Une personne va infecter une personne, ça va demeurer constant. Mais quand le chiffre devient plus que 1, c'est là où on rentre dans le trouble et rapidement. Parce qu'on voit le nombre moyen de personnes, surtout dans une grande population, qui vont augmenter et augmenter. Donc, quand on va au rapport, il y a vraiment un beau chiffre qui compare le RT avec les instances. Et vous pouvez voir les petits changements dans le RT. On va changer drastiquement les incidences de COVID. Donc, comme épidémiologiste, de voir ça en temps réel, c'était probablement une des choses les plus intéressantes que je vais possiblement faire de ma carrière et j'espère vraiment que je ne dois pas le refaire pour être complètement honnête. Oui, certainement, nous tous, on a hâte de finir avec tout ça. Donc, je veux faire un suivi avec le taux de mortalité qui a baissé de façon significative. Donc, si tu veux nous parler un peu de pourquoi tu penses que c'est une vérité, ce n'est pas seulement notre possibilité de comprendre et d'accommoder la transmission de la maladie, donc les masques, le lavage des mains, et aussi novembre a été avant les vaccinations. Et maintenant, on regarde après vaccination. Donc, c'est une cohorte qui était les premiers à être vaccinés. Et donc, ça, c'est probablement d'avoir la maladie. Pour eux, c'était beaucoup plus bas, mais aussi, on peut mieux traiter la maladie lorsqu'on regarde au tout début.
je me souviens, tout le monde avait des hypothèses, possiblement que c'est ce médicament qui va être l'étoile ou maintenant celle-ci, mettons, on a une meilleure idée et les gens sont plus connaissants que les gens qui sont plus à risque. Certainement, je crois que les vaccins ont fait, originalement, les nouveaux traitements ont fait une grande différence et on a des bons traitements maintenant pour COVID-19 si vous l'attrapez, si vous êtes aux hôpitaux, mais le vaccin, certainement, ont fait une grande différence parce que le nouveau COVID-19, ce n'est pas le même que nous avions en mars. C'est beaucoup plus infectieux et c'est beaucoup plus mortel. La variante est néfaste, mais de devenir vacciné, quasiment éliminer tous les risques. Rien n'est parfait, certainement, mais pratiquement éliminer le risque de mourir de COVID-19. C'est vraiment extrêmement important d'être vacciné. C'est vraiment intéressant de voir, je ne veux pas parler à l'extérieur de ma section d'épidémiologie, mais les vaccins, les littératures qui sont sorties récemment, de regarder le mix de différentes Pfizer, Moderna et toutes ces choses et la sécurité autour de ça, mais je laisse ça au chapitre de vaccins, ce n'est pas le mien. On va en parler dans un instant. Mais avant de te laisser aller, Stéphanie, je me demande, avant la pandémie, Stéphanie était impliquée avec un bon nombre d'engagements publics d'expliquer c'était quoi l'épidémiologie et un bon nombre de rentrer dans les bars et différents lieux des forums publics et ton épidémiologie ont utilisé toujours le zombie apocalypse comme analogie de se souvenir de ces sujets de discussion que vous aviez eus sur l'apocalypse zombie. C'est ce qu'on a traité dans la dernière année. Donc, merci beaucoup pour tout le beau travail que tu as fait. Oui, je regrette d'avoir choisi ça comme un sujet à ce point-ci, mais c'est devenu vraiment important, surtout avec l'apprentissage de tous les différents types de modèles et d'apprendre à les connaître maintenant. Je crois que dans la dernière année, sommes devenus tous un zombie à un certain moment donné. Et ça, c'est un bon chemin maintenant pour aller vers le soin de santé mentale. Et je crois que Dr. Graff et Dr. Bernstein, si vous êtes là, je vais te dire ce que j'ai observé dans la dernière année. Je crois que pratiquement nous tous ont personnellement expérimenté en nous-mêmes ou nos familles, membres de famille, des problèmes de santé mentale, que ce soit l'anxiété ou la dépression, ou d'autres conditions semblables. Lorsque ça vient à mes patients, j'ai vu une évolution intéressante. Au début de la pandémie, quelques-uns de nos patients ils détestaient de rester à la maison et voulaient vraiment être avec leurs amis. Je crois que ça, c'était la majorité. Il y avait un bon nombre de patients, pas une petite minorité, qui se sentaient bien de rester à la maison et ont aimé le processus d'apprendre de la manger et we're less anxious about qui étaient moins anxieux d'aller à l'école et de performer tous les jours. Je n'ai pas vu ça vers la fin de la pandémie. Par la troisième vague, je crois que tout le monde avait terminé, avait fini avec tout ça et d'aimer être à la maison. C'était assez. Ils voulaient sortir maintenant, ils voulaient voir leurs amis. Et donc, quelle est ton expérience maintenant sur la santé mentale des Canadiens au travers de la pandémie et comment que le MI a interagi avec ça dans la santé mentale des gens? Même ton exemple ont frappé des bonnes démonstrations, je crois, de les expériences. Premièrement, ça a été vraiment un grand défi, pas seulement pour un ou deux personnes ou un domaine, mais quand quelqu'un est frappé par un tremblement de terre. Mais cette pandémie a affecté nous tous, pas seulement les Canadiens, mais partout dans le monde entier, bien sûr, et ça va continuer et continuer encore et encore. Donc, de comprendre l'impact de ça pour la santé mentale, ça a été vraiment significatif, beaucoup plus au niveau de stress. Quand ces aspects sont mesurés au travers des populations, on voit vraiment une augmentation de stress et une augmentation aussi dans ces expériences plus cliniques de santé mentale, l'anxiété et augmentation de l'utilisation de substances pour essayer de gérer tout ça d'une autre façon. Mais c'est dépend où les choses ont été. Donc, dans les mois très tôt, beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes. Et c'est quand les restrictions se relâchaient, il semblait que ce stress diminuait. Mais en général, les mesures avec les Canadiens, on voyait un niveau d'anxiété continue et d'anxiété. Et d'autres pays, pas parce qu'ils sont différents, mais parce qu'ils mesuraient les choses un peu différemment, on a vu
quand on leur demande la même question dans le temps, on voyait une réduction de cette stress et anxiété au fur et à mesure qu'on rentrait dans la pandémie, mois après mois, et ça reflétait la résilience des gens. On commence à s'adapter à ce nouveau normal et de découvrir comment on peut continuer à vivre. Je crois que ça, c'est des aspects clés. Et nous avons frappé ce défi avec l'incertitude et des stratégies pour gérer qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose de difficile arrive, de connecter avec les gens et c'était restreint. L'alcool n'était pas restreint. Par contre, et ça, c'est un indice à pourquoi beaucoup des substances ont augmenté aussi. Et comment tu te sens, tes patients avec MII en termes de santé mentale au travers de l'année? Donc, je ne sais pas que je pourrais généraliser. Évidemment, c'était un mix. Il y en a qui géraient bien, il y en a qui ne géraient pas aussi bien. Je crois que ça reflète de la population en général. Les gens avec MII ont une prévalence augmentée des problèmes de santé mentale et nous savons que les gens avec des problèmes de santé mentale et MII, ces problèmes peuvent affecter le MII. Donc, c'est vraiment important de porter attention à la santé mentale en tout temps, qu'on soit en pandémie ou non. Comme Leslie vient de souligner, durant un temps de stress comme une pandémie et le stress extra de l'isolation sociale, les stress financiers, les stress de travail, nous avons tous expérimenté, certainement, peut rendre quelqu'un qui n'a pas de problème mental, peut en développer une, ou de quelqu'un qui a un problème de santé mentale, l'exaspérer. Et donc, en MII, le stress ajouté pour les patients était d'essayer de comprendre si, par la vertu même d'avoir MII, était à un risque plus élevé de COVID, y avait-il un médicament qui allait les mettre plus à risque? Et pendant qu'on avait besoin des réponses à tout ça, ça a créé un stress. Et le stress peut être vraiment difficile. Et ensuite, le vaccin. Donc, est-ce que je devrais prendre le vaccin? Quand est-ce que je devrais prendre le vaccin? Est-ce que je dois ajuster mes médicaments et ma cédule de médicaments? Est-ce que ça serait sécure? Est-ce que c'est sécure, assez sécure? On devrait rappeler à tout le monde que c'est sécure maintenant d'avoir un vaccin, que vous ayez MII ou non, et c'est sécure d'avoir le vaccin, peu importe les médicaments que vous prenez. La question est si vous allez répondre, réagir comme quelqu'un qui n'est pas sur les médicaments. Et nous croyons que la plupart des patients répondent, malgré que nous ne savons pas certainement si vous êtes sur des hautes doses de prednisone ou bas doses, mais les choses qui ont été dites, tout le monde a besoin d'avoir un vaccin. Je ne suis pas aussi optimiste que Eric que nous allons voir la fin de tout ça parce que la variante Delta m'inquiète beaucoup et tout le monde sur le webinaire devrait prendre l'opportunité, s'ils ont des amis ou la famille qui planifient de ne pas être vaccinés, de les encourager fortement de recevoir le vaccin. Je fais ça avec tous les patients avec qui je parle et je leur parle s'ils l'ont eu, s'ils ne l'ont pas, pourquoi ne pas l'avoir et essayer de les convaincre de l'avoir. Je ne suis pas sûr qu'on a fini avec une réponse sur la question, mais je vais rentrer dans cette annonce de service public. Un autre annonce de service public et toi, Dr. Bernstein et Dr. Graff ont été fondés par Crohn's Colitis Canada pour regarder pour la santé mentale pour les patients de MII au travers du programme. Et voulez-vous nous parler un petit peu de ce que vous allez voir? Donc, le PACE Programme, Crohn's Colitis Canada a débuté le 5 ans. Si j'ai la bonne durée correcte, mais ils ont donné des subventions à 5 centres à Calgary, Edmonton, Toronto et Mount Sinai et McGill et Hamilton. Les centres allaient utiliser ces fonds pour augmenter les soins pour les patients avec MII. Crohn's Colitis Canada a mis une requête pour une application pour trouver une façon d'améliorer les provisions de soins, de la perspective de soins mentaux et la nutrition. Et donc, ça, c'était vraiment en ligne pour Leslie et moi. On essaie de faire ça ensemble maintenant depuis plus de 20 ans. Nous avons un intérêt
approfondie dans ce domaine et on développe un programme avec notre clinique et notre population en clinique où nous allons non seulement donner les mêmes soins de santé mentale à tout le monde, mais de trouver quels patients ont besoin et il y en a qui ont besoin d'aide avec l'anxiété, d'autres avec pour améliorer leur résilience. Ou de ne pas avoir d'anxiété, ou ils n'ont pas de dépression, mais ils ont un nouveau diagnostic de MII et doivent apprendre des nouvelles façons pour améliorer la résilience pour des nouvelles situations de stress et avec la nutrition aussi, de façon semblable. Il n'y a pas une réponse pour tout le monde pour savoir quoi est-ce qu'ils devraient manger ou non. Il y en a d'autres qui sont obèses, qui veulent bien manger, apprendre à perdre du poids et il y en a qui sont mal nourris et comment améliorer leur nutrition. Avec Cathy Vallanos, qui est notre diététicienne, qui était avec nous pour bon nombre d'années maintenant, nous espérons avoir le roulement de tout ça cet été. On a eu beaucoup de documentation et qui a déjà été démontrée. On attend la recherche d'éthique pour nous guider dans le tout. Et si je peux ajouter à cela aussi, on va parler plus tard dans ce webinaire de la livraison du soin de santé. Et dans ce projet, on vise pour vraiment utiliser des façons pour connecter virtuellement au Manitoba. On sont très étendus dans la province, donc les gens doivent voyager. C'est difficile, donc d'utiliser des façons pour faire des vérifications en ligne. Beaucoup de gens ont besoin là où ils sont et de façon potentielle de livrer ce soin est un autre aspect. Et donc, je pourrais rajouter, et si je peux ajouter aussi la plug pour le vaccin. Lorsqu'on pense à l'incertitude et la crainte et l'inquiétude, un des aspects qui est vraiment contrer ça, c'est regarder ce que tu peux contrôler, ce que tu peux faire, qui va vraiment vous aider à rester sécure. Donc, le vaccin est vraiment évident comme étape pour quelque chose que tu peux faire qui va t'aider, toi et ta famille. Donc, pour l'auditoire, Dr. Graffitt et Dr. Bernstein, leur équipe qui regarde la santé mentale dans le MII, c'est un des meilleurs groupes de recherche dans le monde entier qui regarde à ce sujet. Donc, on est vraiment fortunés de les avoir avec nous et tout le monde à l'Université de Manitoba qui travaille dans cette discipline parce que vous avez avancé ce champ d'études de façon drastique. Merci. Oui, j'ai dit merci, c'est tout. C'est bien de l'avoir dit. Et l'autre chose que l'Université a connue, et pour l'épidémiologie, l'étude de comment ça a un impact sur la communauté MII. Et une des choses en termes d'épidémiologie au Canadien, Dr. Laura Tukachwanowicz, qui a commencé à l'Université de Manitoba dans les dernières années, s'est déplacé vers l'Université de Toronto. Et je veux inviter Laura de parler de ta section, ton chapitre dans le rapport MII, de regarder l'impact, les facteurs de risque dans la communauté MII et l'impact comme risque de plus sévère pour les MII. Et Laura, OK. Merci, Dr. Kaplan, Dr. Benchmont. Premièrement, merci pour l'opportunité et l'honneur de servir sur cette équipe dans les derniers 18 mois et l'opportunité d'être impliqué pour écrire cette section de l'impact de COVID sur le rapport et de servir la communauté de MII. Vous savez quoi? On voulait parler et comment est-ce qu'on est arrivé, comment on a développé le schéma par lequel on allait déterminer le risque. Qu'est-ce qui pourrait mettre les gens à risque, non seulement d'attraper COVID-19, mais de développer les formes plus sévères de COVID-19 qui exigent l'hospitalisation, les résultats de rester dans les soins intensifs ou dans le pire cas, des résultats de mort. Donc, ça a commencé très tôt avec l'émergence de COVID-19 et à ce moment-là, il y a eu un haut niveau. Premièrement, est-ce que MII apporte avec elle un risque augmenté pour développer ces formes de manifestations de COVID-19 plus accélérées? Pour le MII, c'est une maladie qui donne la dérégulation
ou malfonction du système immunitaire. Et donc, cette maladie est gérée avec peu importe les conditions. Comment que cette maladie peut te mettre à risque de développer des infections sévères. Et donc, la deuxième considération, parce qu'une grande population qui utilisent les médicaments, qu'au travers de leurs actions et la façon qu'on contrôle l'inflammation, c'est par la suppression de certains aspects du système immunitaire, que ces médicaments en soi peuvent augmenter le risque de développer des manifestations plus sévères de COVID-19. Et dans tout domaine où il y a l'incertitude, évidemment, il y avait beaucoup d'incertitudes au début. Il y avait aussi le point, dans l'absence de preuves, ligne maîtresse, que les patients et les médecins allaient prendre des résultats qui allaient changer les prises de médicaments et qu'elles fonctionnaient de façon efficace ou non sur une durée de temps. On était concerné avec les conséquences de ce qui allait arriver si les gens arrêtaient de prendre des médicaments par crainte de développer COVID-19 et quel était l'impact sur le MII. Et donc, heureusement, que la communauté MII se sont rejoints rapidement dans la phase tôt de la pandémie pour développer une stratégie pour comment nous allions vérifier et si les patients avec MII étaient à un risque élevé de développer une manifestation plus sévère de COVID et comment est-ce que l'utilisation des médicaments allait affecter les risques de développer COVID-19. Et la façon que ça a été fait, c'est en développant un registre international et dirigé par des médecins, Dr. Ryan et Granner, et avec la participation des médecins dans le monde. Dr. Kaplan en a fait partie, une implication, et Dr. Coward et Dr. Windsor pour aider, créer une stratégie pour aider les médecins à inscrire les patients qui avaient la maladie MII et les caractéristiques de ces patients pour déterminer qu'est-ce qui allait augmenter le risque de MII. Et c'était bien publié dans le monde et enrôler des milliers de patients dans le temps. Est-ce qu'on a pu apprendre de ce registre et confirmer plus tard avec une recherche plus approfondie que, heureusement, le médicament, que les gens étaient plus concernés, particulièrement les biologiques, n'ont pas, dans le plupart des cas, apparaît d'augmenter le risque de COVID ou les manifestations sévères de COVID-19. Et le risque de développer COVID-19 était les mêmes risques qu'on verrait dans la population générale. C'est que d'avoir MII en soi n'a pas apparu d'augmenter le risque de le MII. Et donc, si on avait MII et on était plus que 80 ou un problème cardiaque ou des problèmes de poumon seraient à risque augmenté, mais d'avoir MII en soi ne semblait pas augmenter le risque en soi. Mais le risque vient avec les caveats pour être constant, associé avec un risque élevé, c'est l'utilisation des stéroïdes, donc les médicaments comme prednisone. Et donc, si c'est de prednisone en soi ou le fait que quand les gens sont dans une situation où ils utilisent ces stéroïdes, ils ont plus de symptômes actifs de leur maladie, c'est inclair si les facteurs de risque est poussé par la maladie ou par les médicaments en plus. Il y a un signal que les gens qui utilisaient acetaminophen et en soi ou en combinaison avec un biologique, le anti-TNF, infliximab ou Remicade, Elimab, Humira, que ça peut aussi, de façon potentielle, augmenter le risque d'infection grave. Mais gardons en tête ici que ces risques sont encore petits. Donc, même si ça peut augmenter le risque par 2 fois plus à 4 fois plus, le risque d'infection a une tendance à être très bas pour développer des infections sévères, semble être plus bas pour la plupart des gens dans l'absence d'autres facteurs de risque comme l'âge ou les problèmes de poumon ou de cœur. Donc, à ce point-ci, ça nous a donné aux médecins la confiance, pas pour faire des changements rudes à leur thérapie, mais en étant concernés que il peut avoir un risque augmenté de COVID-19. Et en même temps, ça donne aux médecins
L'attention que si on a des symptômes actifs et des considérations à prendre, si on devrait prescrire comme un stéroïde, on était avisé les médecins de penser bien si ce médicament était nécessaire et s'il y avait d'autres façons de gérer la maladie. Comme on se déplace maintenant à ce jour, quand on passe au travers d'une base de taux d'infection, les vaccinations ont augmenté et l'instance COVID-19 qui circulent dans la communauté a une tendance à être plus bas maintenant. Le risque de les gens qui vont avoir l'infection sont certainement plus bas, mais c'est encore notre avis que pour la vaste majorité des personnes ne devraient pas faire de grands changements à leur thérapie médicale et de leur crainte de COVID-19. Absolument. Merci. Alors, je crois que ça, c'est généralement un message très encourageant qu'on a appris dans les derniers 15 mois. On était inquiets, que Guy et moi, on a parlé de cela à mars 2020. On était concernés qu'on allait pour avoir beaucoup de patients MII qui soit devaient arrêter les thérapies parce qu'ils pourraient mourir de COVID-19 ou allaient mourir de COVID-19 et on n'avait pas vu ça. Donc, c'est fantastique, une bonne nouvelle. Et le stéroïde est encore une grande question. On a appris à gérer ça. On utilise les stéroïdes encore. Mais on fait attention, je crois, quand les taux, mais maintenant, avec les vaccins, les taux qui descendent, on est encouragé qu'on peut retourner un modèle de soins sécure et COVID-19 n'est pas la première chose sur notre pensée lorsqu'on pense à traiter les patients avec MII. Donc, je retourne à Dr. Bernstein maintenant pour quelques minutes de parler des personnes âgées. Et Ellen a mentionné que c'était une des failles dans la littérature où il n'y avait pas beaucoup de recherches qui avaient été faites concernant le MII, les patients MII et le COVID-19 chez les personnes âgées. Veux-tu décrire un petit peu plus comment que ça a eu un impact sur les personnes âgées et les patients MII? Oh oui, certainement. Nous avons appris que le plus haut taux pour avoir un résultat adverse avec COVID-19, c'est en étant une personne âgée. Et encore une fois, avec nos points qui nous concernent avec la variante Delta et l'âge, le risque a diminué, je crois, au début de COVID et la pandémie. Le plus grand risque pour la mort était dans les gens de plus de 65 ans. Et en vieillissant, le risque est encore augmenté. On a vu ces résultats dans les maisons de soins. Avec la variante Delta, on voit des morts parmi les jeunes gens, mais la variante Delta, le plus grand risque est encore avec les gens âgés. Heureusement, par le temps que la variante Delta est devenue un plus grand problème, beaucoup des personnes âgées ont été vaccinées, heureusement. Un autre risque important pour un mauvais résultat de COVID-19, c'est d'avoir comorbidité, peu importe l'âge. Et le plus vieux, plus âgé qu'on est, le plus de comorbidité que nous allons avoir. Donc, les personnes âgées sont cette population avec plus de comorbidité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres processus de maladie. Le plus vieux qu'on est, on va avoir la diabète ou problème de cœur ou problème de poumon. Et ça, c'est des facteurs de risque d'avoir des mauvais résultats avec COVID. Donc, les personnes âgées, certainement, étaient à risque, ont été à risque et nous avons vu les risques qui se sont démontrés surtout dans les maisons de soins des personnes âgées, mais parmi nos bien-aimés aussi dans nos communautés. Quelques-uns qui ont été normalement en santé, mais qui étaient plus vieux et n'ont pas bien ferré. Avoir MI et d'être plus âgé n'a pas mis les gens plus à risque, mais d'être une personne âgée sans MII. Et je crois que cette population peut se consoler que d'avoir MII n'était pas nécessairement d'augmenter le risque. Il y a deux choses pour souligner mon petite information sur les gens âgés. Numéro un, plusieurs d'entre nous, si nous, pas tous, ont allé à la santé télé travail. Et en fait, mes cliniques sont exclusivement au téléphone maintenant. Beaucoup de mes collègues utilisent une combinaison de téléphone et vidéo et des liens, mais d'avoir très peu de visites en personne. Mais ça va s'ouvrir. Il y a beaucoup à dire maintenant d'être face à face avec un médecin et de leur parler de ce qui se passe. Surtout, c'était
nouveaux patients, mais les visites téléphoniques ont été bons pour les personnes âgées, surtout avec les difficultés de se déplacer, d'avoir un déplacement, d'avoir accès. Ils doivent attendre pour moi pour 1 heure de plus plutôt que d'attendre dans une clinique. Ils sont à la maison. Et si mon téléphone est plus long, c'est pas aussi difficile parce qu'ils sont confortables à la maison. Et j'espère que le gouvernement va continuer à nous permettre d'avoir un contact téléphonique ou vidéo avec les patients parce que même au-delà de la pandémie, c'est clairement un aide et surtout, Leslie faisait allusion aux patients à distance. Nous pratiquons avec des patients qui viennent de l'extérieur de nos régions urbaines. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est qu'on a appris de la grippe, malgré que la grippe n'était pas aussi vaccin de grippe n'était pas aussi efficace pour les vieillards, mais ça diminue le taux de mort. Encore une fois, on a besoin que tous nos personnes âgées soient vaccinées parce qu'ils vont beaucoup mieux réussir au travers du COVID s'ils ne sont pas vaccinés. Et pour l'auditoire ici, je veux que vous puissiez savoir que s'il y a des cliniciens MII qui n'ont pas des cheveux gris, ils ont été mentorés par Dr. Bernstein, moi définitivement, et Eric aussi, et Charles étant un allié et un mentor au travers de nos carrières. Et ça a été un grand privilège de travailler avec toi ce projet et je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait dans la dernière année et les derniers 10 ans de notre carrière. Ça a été mon plaisir. Merci. Et pour passer au travail, maintenant, un autre groupe d'âge, les enfants. J'ai le privilège maintenant de demander à un des gastroentérologues reconnus pour les enfants. Donc, je ne m'appellerai pas comme ça si tu parles de moi, mais j'étais mentor par Dr. Griffiths et Dr. Mack qui ont été ici sur cette équipe pour aider avec ce rapport aussi. Et donc, je dois beaucoup de ce que j'ai appris et le travail sur ce chapitre à eux. Et donc, je crois que l'impact sur les enfants a été intéressant. Généralement, ils ont bien réussi. S'ils ont été infectés par COVID-19, même s'ils avaient MII, le facteur de risque qui semblait être constant est associé à pire résultat. C'est ceux qui étaient sur les stéroïdes. Si les enfants étaient sur les stéroïdes ou avaient une inflammation sévère, ils devraient rester à la maison, ne pas aller à l'école, ils devraient se protéger et leurs membres de famille devraient se protéger aussi. Et donc, ça, c'est pour maintenant. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas être vaccinés. Les vaccins sont approuvés pour 12 ans et plus pour Pfizer et on espère pour Moderna bientôt. Si vous avez un enfant avec MII, avec une inflammation et plus bas que 12 ans, il ne peut pas être vacciné ou sur les stéroïdes, les membres de la famille ont besoin de se protéger. Ça veut dire que les membres de la famille doivent être vaccinés aussi. Donc, s'il vous plaît, soyez vaccinés si je ne l'ai pas dit assez. Mais en général, le plus grand problème avec les enfants avec MII, c'était la santé mentale chez les enfants et chez les parents. Donc, au début de la pandémie, les parents étaient vraiment anxieux de les implications de COVID-19 pourraient être sur leur enfant. Et encore une fois, ça s'avère que c'était les meilleurs scénarios que c'est qu'on aurait pu anticiper où les enfants réussissent bien malgré tout. Mais les enfants qui restaient à la maison de l'école, forcés de rester à la maison, ne pouvaient pas voir leurs amis, ne pouvaient pas jouer à l'extérieur des fois. Avec les parcs fermés par le gouvernement et certaines décisions mal prises. On a géré ensuite l'anxiété et la dépression chez les enfants avec MII qui sont à risque déjà pour l'anxiété et la dépression reliées à une maladie chronique. Donc, on a changé de vitesse étant à avoir peur d'être malade avec COVID-19, mais d'avoir peur d'être vraiment malade avec les problèmes de santé mentale. Et on a fait de notre mieux pour supporter ces enfants. Mais malheureusement, dans le système de soins mentaux au Canada, vraiment a besoin d'être amélioré grandement et on a lutté pour rester à jour. On était fortunés à Toronto et à Ottawa lorsque j'ai travaillé là d'avoir des soins de santé mentale excellents, des psychologues qui étaient intéressés dans ces cas avec les enfants et qui ont travaillé avec les centres MII pour améliorer la santé mentale, mais plusieurs centres, plusieurs cliniques et plusieurs places dans le pays n'avaient pas accès à ces spécialistes.
Et donc, si je pouvais envoyer un message à n'importe qui, s'il y a quelqu'un dans l'auditoire maintenant qui est politicien ou des politiques ou qui ont accès à ces gens, mon message serait, s'il vous plaît, d'aider les enfants avec leurs soins mentaux, améliorer le système de fonds parce que COVID-19 a démontré une grande faille dans le système, notre habilité de prendre soin de ces enfants. On compare les enfants à des problèmes de santé mentale, malheureusement. Et je crois qu'on on doit continuer dans cette... c'est un réveil pour ceux qui font les polices, les politiques. Donc, ceux qui ont reçu les vaccins hier. Mais mes tout petits n'ont pas été vaccinés. Que penses-tu que ça va être? Je suis heureux que mes deux enfants ont été vaccinés. Leur deuxième dose est samedi. Je suis vraiment heureux de cela. Mais le plus jeune, Eden, ne pouvait pas être vaccinée aussi parce qu'elle est née en 2010. Mais je crois qu'on va le donner aux enfants. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit attendre pour les essais. Et les essais pour les jeunes gens en bas de 12 ans seront en septembre pour Moderna et pour Pfizer. AstraZeneca, l'essai sur les enfants a été mis sur attente à cause de ce risque de caillot de sang qu'on a parlé longuement. Mais Pfizer et Moderna probablement vont être sécures et efficaces chez les jeunes enfants. Et je crois que nous allons vacciner ces enfants aussi parce qu'on veut vraiment les empêcher d'être malades, bien sûr, de COVID-19, mais aussi d'étendre, si prendre la variante Delta, de mettre d'autres personnes à risque, comme d'autres personnes immunosuppressées dans la communauté. C'est ce que nous allons faire, mais on doit attendre un peu plus long, possiblement septembre. Et Santé Canada va vérifier les choses et approuver les choses en octobre, mais ça va être un peu un vide. Mes collègues et mes amis, l'expert de l'Université qui a pu faire le tour du monde pour parler de l'impact d'être une mère avec MII, est un grand membre ici pour naviguer ce projet dans ce domaine. Et si vous êtes affecté de MII, qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, merci à CCC, Dr. Benchmall, Dr. Kaplan et mes collègues et le reste de l'équipe pour cette opportunité d'être impliqué avec cette équipe. Ça a été phénoménal. Donc, je voulais dire quelques petits points sur COVID-19 et les femmes enceintes en premier. Et vraiment, on a été concernés pour nos mères en attente. On sait que des données en général, qui veut dire les mères qui n'ont pas MII, que lorsqu'ils tombent malades avec COVID-19, qui, disons, des pires résultats, mais ces pires résultats incluent le risque d'aller aux soins intensifs et exiger de la respiration mécanique pour les aider à respirer, qui est vraiment épeurant s'ils sont enceintes, et d'autres résultats adverses sur le bébé. Et les mères sont inquiets pour ça. Qu'est-ce qui va arriver au bébé, bien sûr? Et malheureusement, si on a COVID-19 sévère, il y a une augmentation de risque de mort-née qui vont naître pas en vie, un risque augmenté de naissance préterme qui est défini par des bébés qui sont nés avant le 37 semaines. Et la raison pour on est toujours concerné avec des naissances prétermes, le bébé est un peu tôt. Quand le bébé arrive tôt, ils ne sont pas aussi forts, ils ne peuvent pas passer au travail des problèmes externes. Ils vont avoir des infections eux-mêmes, COVID à côté. Ils vont en risque augmenter de problèmes neurologiques à long terme. Donc, il y a des risques augmentés de COVID-19 chez les femmes enceintes et pour les femmes eux-mêmes et pour le bébé. Et donc, lorsqu'on rajoute MII dans le mix, ça devient vraiment important. Comme COVID-19 est une addition d'une maladie, MII, c'est une addition à la maladie aussi. Et donc, on met l'emphase sur les moments que c'est important de garder leur maladie sous contrôle. Donc, ça inclut d'éviter tout comme le COVID-19 en étant vacciné, qu'on va discuter bientôt, utiliser les autres mesures en place comme la distanciation physique et de porter le masque. Et ça, c'est d'autres facteurs, mais de garder aussi
MII sous contrôle. Et comme vous avez entendu Dr. Tugan, et que ça, c'est important parce qu'on ne veut pas que les mères soient enceintes et d'avoir une inflammation, d'avoir d'autres médicaments comme les stéroïdes qui peut augmenter le risque de développer pire que COVID-19 et empirer leur temps d'être enceinte. À part des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles aussi et on a vraiment appris que le vaccin a été sécure et je mets l'emphase sur sécure et efficace pour les femmes enceintes avec MII et les femmes enceintes sans MII. Et la bonne nouvelle est que les anticorps que les mères développent du vaccin est passé au bébé. Et donc, on a entendu de Dr. Benjamin et de Dr. Kaplan que nos enfants souvent ne sont pas dans le groupe d'âge pour pouvoir recevoir le vaccin. J'ai 3 enfants sous l'âge de 12 ans. Ils ne peuvent pas recevoir le vaccin. Et donc, lorsque les gens, qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes enfants? Si tu es enceinte, tu es déjà un pas d'avance. Si tu es vacciné en tant que mère, les anticorps vont voyager dans le lait maternel et voyager au travers de la placenta et dans le sang ombilical et dans le bébé. Et plus tôt qu'ils sont vaccinés durant ce temps de grossesse, le plus haut taux d'anticorps sont là. Et donc, c'est un autre appel de vous parler de l'efficacité des vaccins, mais aussi le plus tôt que vous avez le vaccin pour cette femme enceinte, wow, vous allez être au moins 9 mois à l'avance, 7 mois à l'avance de tous nos enfants qui n'ont pas pu avoir le vaccin. Donc, vraiment, il y a des bonnes nouvelles devant nous. Les mères peuvent être vaccinées, les bébés peuvent être protégés. Et bientôt, il y a seulement le bébé jusqu'à l'âge de 12 ans qui ont besoin de vacciner. On espère qu'il y aurait des bonnes nouvelles dans le futur. Et comme on parle de vaccins, c'est un bon temps maintenant de faire le pivot au chapitre de vaccins. Dans notre rapport, non seulement on a eu plusieurs webinaires dédiés aux vaccins et c'était des grandes questions pour la communauté MII et on a eu le privilège d'avoir un bon nombre d'experts ici sur notre équipe, les scientifiques et les cliniciens, les experts. Et la raison pour que c'est tellement important d'avoir les deux, c'est le sujet des vaccins, c'est qu'il y a un grand nombre de mécanismes à comprendre sur comment que les vaccins fonctionnent, pourquoi les MNRN et pourquoi ils sont efficaces et pourquoi c'est tellement important d'avoir des experts comme Dana Gibson, qui est un scientifique qui comprend les microbiomes et l'épidémiologie, les vaccins, pour nous aider vraiment à comprendre les mécanismes de comment ça fonctionne et était une clé instrumentale pour travailler avec Santa Murty, qui est clinicien épidémiologiste, pour écrire la section des vaccins de ce rapport. Et Geneviève, je peux commencer avec toi, de te demander de nous donner une compréhension générale de l'impact de ces vaccins sur COVID-19 et de façon générale. Donc, je crois qu'on peut tous être d'accord que la seule façon de s'en sortir de cette pandémie, c'est au travers de la vaccination, certainement. Et c'est pour ça qu'on voit les chiffres diminuer. Je veux souligner que je suis sur la même page que Dr. Bernstein, qu'on n'est pas sorti du bois encore. On a besoin de faire attention, d'ouvrir si rapidement parce que on peut voir par les données d'Israël que même s'ils avaient 85 des gens vaccinés, que les variantes Delta ont percé dans cette population. Et donc, pendant qu'on est encore protégé des hauts niveaux de protection de mortalité, qui est vraiment une bonne nouvelle, je crois que ce qu'on peut faire, c'est de vraiment encourager tout le monde alentour de nous pour être vaccinés s'ils ne sont pas déjà vaccinés. Au Canada, on est seulement à 75 avec une dose et double dose est seulement à 37 Donc, ça, c'est fantastique. On va aussi vite qu'on le peut, mais réellement, jusqu'à 85 des gens, ou même 10 la picote, c'était 95 des gens qui ont été vaccinés. Donc, il y a encore une raison d'être inquiet à cause de la façon qu'un vaccin fonctionne, c'est qu'on a l'immunité individuelle, on a toute l'habilité de produire des anticorps de ces cellules et
des cellules qui sont des cellules mémoire dans notre corps, qui sont là pour des longues périodes de temps, souvent notre vie tout entière. Lorsqu'on voit la deuxième fois le virus, on a une réponse rapide qui vont avoir de ces milliers d'anticorps qui vont bloquer le virus et les empêcher de rentrer dans notre cellule. Mais on compte sur l'immunité de groupe. Et c'est une grande portion de la communauté qui a besoin d'être immunisée. Et c'est là où elle ne s'étendra pas de personne à personne lorsqu'on a l'immunité de groupe. Et c'est vraiment important que le Canada, le reste du monde soient vaccinés complètement. J'ai lu beaucoup de commentaires sur la troisième dose, donc je vais faire un commentaire sur ça rapidement, qu'il y a des preuves maintenant pour supporter que l'immunosuppresseur de la deuxième dose serait bénéfique. Une troisième dose serait exigée possiblement pour tout le monde, pas seulement les individus immunosuppressés, mais tout le monde. Et je veux souligner aussi, c'est facile à modifier le MNRA. Donc, si le vaccin peut être modifié pour attaquer la variante Delta, ce serait un changement facile à faire dans une période de 6 semaines. Je crois que j'ai beaucoup de confort de savoir ça. Possiblement qu'on va besoin d'une troisième dose et la dose sera particulière pour cette variante Delta ou toute autre variante qui pourrait apparaître. Je veux souligner qu'une chose rapide que je n'ai pas couvert dans le chapitre, et ça, c'était qu'on n'a pas parlé beaucoup de les variantes. Bien sûr, c'est très... la mutation des virus est normale et pour se propager, ils vont faire tout ce qu'ils ont besoin de faire pour survivre. Et donc, c'est pour cette raison qu'on joue contre le temps. Nous tous, on a besoin de vacciner rapidement pour qu'aucune variante ne puisse apparaître dans les gens non vaccinés qui va nous amener à nos gens non vaccinés à risque, peut-être pas pour les maladies sévères, mais pour les asymptomatiques que nous savons que peut amener des complications à long terme. Et ce n'est pas qu'il y aura des conséquences, mais donc, ça, c'est des points excellents. Une des choses que nous avons remarquées dans la pandémie globale, on est fortuné de vivre dans un pays comme le Canada qui a accès à les ressources pour permettre à sa population entière d'être vaccinée très tôt dans la pandémie. On reconnaît qu'il y a tellement de parties du monde qui ont maintenant très bas niveau de pénétration du vaccin parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin. Dans ce milieu, les mutations peuvent arriver et comment on se protège. Et c'est en ayant cette population qui n'a pas accès au vaccin d'aller se faire vacciner. Et donc, Sanjay, je veux t'amener dans la conversation maintenant pour te demander, tu as écrit une grande partie du chapitre sur les vaccins et comment ça fonctionne de façon différente avec ceux qui ont le MII et qu'est-ce que les patients de MII devraient penser en termes de vaccins. Oui, merci, Gil. Donc, beaucoup a été dit sur les vaccins déjà. Et je crois que, heureusement, pour les patients MII, c'est bon sur le front des vaccins. Si tout le monde est sur la même page, des individus avec des immunosuppresseurs de problèmes ne sont pas inclus dans les essais pivots pour l'efficacité de l'efficacité, bien, il y a eu beaucoup de preuves émergentes de différents secteurs de partout dans le monde, des efforts internationaux pour étudier l'efficacité des vaccins dans les patients MII. Et deux choses à considérer, la sécurité et l'efficacité. Et donc, ce qui émerge, c'est que le profil de sécurité des vaccins dans les patients MI est non différent de la population générale. Et je crois que c'est important à considérer, et même considérer le fait que les patients peuvent être concernés d'être sur les immunosuppresseurs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de ce que le vaccin peut faire? Pour moi, c'est bon de voir que ce n'est pas des vaccins vivants, c'est des petits matériaux génétiques. Une partie du coronavirus une partie efficace pour que le corps reconnaisse et attaque, mais va pas me rendre susceptible à l'infection avec le COVID. Et donc, ça, c'est important de se souvenir. Et donc, la sécurité et aussi les problèmes de sécurité de caillots de sang et AstraZeneca et Janssen et Myocarditis
et mRNA et ces différents vaccins, de les mettre en contexte étant vraiment rares, des différentes réactions adverses et aucune donnée. Il manque de données pour démontrer que c'est pire chez les MII ou autres. C'est semblable à ce qu'on voit dans la population générale. Et sur l'efficacité du vaccin, nous avons une bonne émergence de preuves de différentes études. Une population aux États-Unis, des vétérans, des patients sur différents traitements MII, ils sont sur les biologiques et ont démontré que les individus qui avaient 2 doses d'un vaccin mRNA qui sont mieux en termes de taux de COVID-19 que ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et donc, ça, c'est une des lignes de preuve qui démontre que les taux actifs d'infection à COVID-19 ont diminué de façon intéressante contre les patients MII. Il y a beaucoup d'efforts internationaux, une grande cohorte MII où ils collectionnent les données, où ils ont relâché les préliminaires des gens vaccinés, démontrant que dans les personnes qui sont sur les biologiques tels que anti-TNF, infliximab et veluzumab, dont un immunosystème immunitaire robuste après les vaccins est moins robuste possiblement que les individus qui n'ont pas MII ou qui ont une population contrôlée de preneurs de soins et d'autres contrôles en santé, mais qui ont une réponse immuno après avoir pris 2 doses est assez robuste à être considéré comme protégé. Mais ce qui a émergé aussi dans cette population, la population MII, qui apparaît avoir une réduction de développement d'anticorps après une dose de vaccin, et particulièrement avec les individus qui ont sur certains types d'immunosuppresseurs anti-TNF, par exemple les biologiques, Remicade, Humira ou leurs biosimilaires, et les stéroïdes ou methotrexate. Et pendant que ce n'est pas entièrement clair ce que l'impact en termes de COVID-19 et les infections, l'hypothèse, c'est que le taux diminué après une seule dose pour augmenter le risque à une infection active. Donc, le message là qui est répété par CCC et le groupe de conseillers au Canada, c'est que c'est important d'avoir cette deuxième dose et pour avoir cette deuxième dose aussi rapidement que possible, pas plus tard que ce qui a été fait dans les essais qui étaient 3 semaines pour Pfizer ou 4 semaines pour Moderna. Et donc, je crois que ça, c'est les particularités des facteurs relatifs à la population MII. Le survol est bon. Il n'y a pas de raison pour ne pas considérer une vaccination si vous êtes un patient MII, que tu sois sur immunosuppresseur ou non. Et ça, seulement une question dans la question-réponse que je crois qu'on a besoin d'adresser au travers de toutes ces grandes cohortes maintenant qui regardent l'efficacité chez les patients avec MII dans le monde entier. Y a-t-il eu un signal que le vaccin cause des inflammations si quelqu'un est en rémission et qui ont le vaccin ou ne sont pas en rémission qui ont le vaccin? Vont-ils à rempirer dans le MII? Je ne suis pas conscient des données qui le démontrent. Certainement, si quelqu'un peut le déclarer, mais je crois que c'est une réponse contre une protéine du molécule qui est présente sur le virus corona. Dans le virus, il n'y a pas de vraie raison que s'il va soudainement avoir une réponse d'inflammation dans les intestins. Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter. Je ne sais pas s'il y a d'autres preuves pour suggérer ça. Oui, c'est bon. Je suis sûr que, je suis d'accord que ça ne semble pas possible que ça va augmenter l'inflammation de MII. Bon, théoriquement, je suppose, Sanjay a raison, mais en tant que scientifique, tout est possible et nous savons que
avec le spike protein, il y a un potentiel pour des réponses immuno pour arriver qui vont expliquer la thrombose ou même myocardie très rarement. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une preuve qui est là pour supporter ça. Je suis d'accord avec Sanjay que c'est peu probable, mais aussi toutes choses sont possibles. Est-ce que je peux faire un commentaire aussi? Oui, Dr. Bernstein. Donc, dans les derniers 6 mois, j'ai eu des patients et c'était pas commun, mais des gens qui étaient bien, ont un vaccin et sont devenus malades lorsqu'ils pensaient que c'était une inflammation de MII pour une courte période de temps. Je n'ai pas expérimenté des patients qui ont eu une inflammation qui est exaspérable et qui continue, mais j'ai vu et je crois que c'est des patients fiables. N'importe quoi peut arriver et sans donner pour le public en général qui se joint à nous ici, des choses peuvent arriver par chance. Et donc, sans l'étudier proprement, il se pourrait que les 3 à 5 patients que j'ai eus qui m'ont dit cela ont possiblement eu un problème aigu qui est arrivé. La seule façon de savoir vraiment, c'était de regarder des centaines de personnes qui ont eu le vaccin et des centaines de personnes qui ne l'ont pas eu. Mais j'ai eu une poignée de main de patients qui ont eu des inflammations, mais les inflammations n'ont pas persisté pendant des semaines et des mois. Ils ont resté sur les médicaments et les choses se sont estompées. Donc, il semble avoir d'une certaine façon, c'était des problèmes. Je suis d'accord avec Diana que scientifiquement parlant, les réactions peuvent être enclenchées et des patients MII, le côté physique ou clinique a été la diarrhée dans certains cas, mais la vaste majorité n'ont pas eu de problème et je parlais des centaines de patients maintenant, sans exagérer, qui ont eu le vaccin et c'est pas une raison de ne pas être vacciné, d'avoir peur que la maladie va s'inflammer. Parce que si ça arrive, c'est très peu commun et je dirais même que tu équilibres le potentiel d'autres systèmes, que ça, on n'est pas sûr avec le risque de complications de COVID-19. Et comme Dr. Bernstein a dit, s'il y a des symptômes, on pourrait d'estomper les choses. Vous avez noté qu'on a fait une étude en 2014 où les enfants en Ontario, parce que c'était la rumeur pour le vaccin de la grippe que ça pouvait causer une inflammation. On a étudié tous les enfants en Ontario et on a trouvé que dans les années où ils ont eu le vaccin de grippe à comparer avec l'année qu'ils n'ont pas eu, il y avait un taux plus bas de voir leur médecin pour des raisons de MI, aucune différence dans les taux d'hospitalisation. Et donc, en fait, il semblerait qu'il était mieux dans les années où ils ont eu leur vaccin de grippe. Et donc, clairement, on doit faire une étude semblable avec COVID-19. Et ce vaccin, c'est quelque chose qui doit être fait et plus de données vont arriver. Mais toutes ces rumeurs que le vaccin peut causer des inflammations de MII, ils ont fait dans d'autres vaccins aussi, ne sont pas arrivées. Il ne semble pas que c'est arrivé à date. Donc, les données à venir, certainement, il semblerait que c'est sécure et bien recommandé pour éviter les complications de COVID-19. Et rapidement, je voudrais rajouter moi aussi qu'on établit une clinique à l'université et ici, il y a beaucoup de gens qui ont eu le MII et quasiment tout le monde qui a eu COVID ont continué leurs médicaments et plusieurs d'entre elles, à cause qu'on continue leurs médicaments, ont continué pour avoir des problèmes avec des inflammations, mais tout doit être équilibré, de très bas niveau de risque, théoriquement, d'inflammation. S'il y a un support pour quelque chose, on le verra dans le temps, mais si c'est pour avoir COVID et garder les médicaments, maintenant, c'est très rare d'arrêter de prendre des médicaments à cause d'une inflammation. Je voudrais souligner que la vaccination ne sont pas parfaits. Ils sont faits par l'homme ou faits par des femmes ou peu importe. Et ils sont faits par des humains. Et on ne comprend pas tout entièrement sur l'immunologie. On a appris tellement sur les réponses immunitaires. On doit recréer des livres basés sur ce qui est arrivé avec COVID.
Donc, c'est un champ d'études très jeune, mais c'est important de peser les bienfaits et les risques. Et même s'il y avait une inflammation et c'était mon enfant qui avait MII, je voudrais quand même les faire vacciner parce qu'il n'y a aucune autre façon de sortir de la pandémie. Et lorsque vous êtes vacciné, vous n'êtes pas seulement en train de vous protéger, vous êtes en train de protéger tous les autres alentours de vous. Et donc, ça, c'est à ce point-là comment c'est important. Sorry, I was muted. Désolé, j'étais en sourdine. Donc, on se déplace maintenant de parler aux différentes différences dans le système de livraison de soins de santé. Et c'est une question donc visée aux cliniciens ici, Dr. Bernstein, Dr. Xiao, Dr. Shkanek et Dr. Graff. Comment est-ce que la livraison des soins de santé a changé au travers de la pandémie et comment vous voyez les changements après la pandémie? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Non, j'ouvre le plancher à tout le monde. OK, bien, je crois que tout le monde a des expériences semblables ici, que personne n'a aimé la pandémie, mais il y avait un petit bien, c'était que ça l'a fait avancer cette course pour améliorer la technologie et l'habilité d'offrir les soins à distance. Que nous avons su depuis un bon moment qui pouvaient nous aider, surtout pour les patients et dans nos pratiques. Et ça a amené vraiment tout ça de l'avant. Et nous avons vu des améliorations dans l'intégration de soins de santé virtuels et dans de donner des soins virtuellement pour les patients. Je crois que ça a été la plus grande transition de ce qu'on fait de façon traditionnelle, historiquement. Et tout le monde se souvient, c'était pas là si longtemps, où est-ce qu'on se levait tôt, 6 heures le matin, on se préparait, on conduisait 1 heure au bureau du médecin, on cherchait du stationnement pendant 20 minutes et déjà, on commençait sur un mauvais pied. La journée, ensuite, rentrer dans l'hôpital et passer une autre demi-heure à s'inscrire. Et si tu étais chanceux de pouvoir voir ton médecin dans 1 heure, parce que la plupart d'entre nous, on essaie de servir beaucoup de gens en même temps et on ne peut jamais garder le temps. Et finalement, de vous envoyer au laboratoire, tu attends un autre 2 heures. Et donc, vraiment, c'est une demi-journée, une journée complète. Et pour certains individus, les gens viennent des heures éloignées. Et ça me choque tout le temps de voir d'où mes patients venaient géographiquement et qu'ils prenaient l'effort de s'y rendre. Et ça, c'est vraiment louable, mais ça leur offert un tout autre nouveau option pour eux de maintenant pouvoir continuer à fonctionner normalement et ce qu'ils feraient dans leur journée normalement et de quand même recevoir un soin de santé de haute qualité via le téléphone ou Zoom ou rendez-vous. Et je crois qu'en tant que médecin, j'ai embrassé ça aussi. Certainement, ça nous a permis la flexibilité en termes de quand on peut céduler un rendez-vous pour des individus pour gérer le temps et si les individus peuvent continuer sa routine journalière. Et si tu es en retard d'1 heure, c'est moins choquant plutôt que d'attendre 1 heure dans la salle d'attente, c'est qui n'est pas acceptable. Beaucoup de petites choses en termes de coûts et de temps qui font que les soins virtuels sont beaucoup plus intéressants et attirants. Et surtout, ça a été le changement ici. Et avec ça va arriver un développement accru dans les vérifications, les technologies de vérification à distance et des applications de MII qui peuvent vérifier. Ça va croître dans le temps, évidemment, et ça a changé la façon dont on va pratiquer la médecine dans le futur. Et ce chapitre discute ces différents points et dans le soin virtuel est ici pour demeurer et dans le futur, on va regarder un modèle hybride qui va offrir le meilleur des deux mondes pour les patients et les médecins pour offrir des soins de santé de qualité. Oui, moi, je rajouterais à cela, Leslie, ici, que mon sentiment, c'est que ça va être beaucoup plus centré sur la patient. On en parle souvent dans les soins de santé, mais lorsqu'on pense à offrir l'option de venir en personne, une connexion ou une connexion vidéo va fonctionner mieux. Et même si on n'a pas mentionné le coût des stationnements, pas seulement le temps, et je crois que c'était plus que
3 ans lorsqu'on essayait d'apporter cette plateforme de Zoom dans notre système de soins de santé et la porte a été fermée rapidement. Non, 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 il n'y a aucune façon qu'on peut se connecter avec les gens, la vie privée et tout ça. Et la pandémie a vraiment poussé pour la sécurité et l'efficacité comme plateforme pour pouvoir se connecter avec les gens rapidement. Et j'étais vraiment, je me suis surpris même que je fais surtout des connexions vidéo maintenant et de trouver que c'est rapidement quasiment comme d'être assis face à face dans une pièce en termes de pouvoir avoir cette réunion de qualité et d'interaction avec les clients. Et donc, mon sentiment, c'est que le patient devient beaucoup plus une partie significative où c'est un chemin à 2 sens. Ils peuvent voir le patient à rentrer, choisir leur temps, leur rendez-vous et faire l'appel et le lien vidéo et de pouvoir le faire à leur choix, à leur temps et de façon plus efficace. Et ces options de vraiment faire un suivi eux-mêmes sur les applications ou toute autre façon et de les envoyer vers la clinique. Et pour moi, ça, c'est, je crois qu'on a accompli en 3 mois ce que j'aurais cru prendre un autre 10 ans, mais d'amener les soins directement à la maison pour le patient. Parce qu'avant, on avait la santé au téléphone, mais on devait utiliser des équipements compliqués pour aider les patients à distance. Il y a une question, Dr. Graff, dans le question-réponse sur comment que les patients peuvent continuer à pousser pour la défense de ce programme vidéo et audio pour encourager son utilisation. Je crois que si les patients veulent le faire, l'auditoire devrait être assuré que ceux qui sont dans les soins santé, l'autre côté de la table, on pousse aussi fortement parce qu'on a trouvé été vraiment efficace. Et je crois aussi que le patient pourrait aller aux preneurs de décision et les bailleurs de fonds. Et c'est vraiment important d'aller voir les ministres de santé, de voir les PDG de votre hôpital, de vos services de santé, de dire, écoutez, ça a fonctionné, je m'attends que ça va continuer d'une certaine façon une fois que la pandémie sera passée. Et évidemment, avec la sécurité en place, et comme vous l'avez tous souligné, on veut s'assurer qu'on veut vous voir en personne. Et vous devez comprendre que si on veut vous voir en personne, il y a une bonne raison pour cela. Et maintenant, il y a la flexibilité de pouvoir travailler de différentes façons et de se connecter avec les patients. Et en personne, je crois qu'on ne devrait pas arrêter les visites en personne, mais... Go ahead, Dr. Xiao. Vas-y, Dr. Xiao. Merci. Je voulais pas interrompre Dr. Graff, mais je voulais rajouter que le commentaire que Dr. Benjamin a dit que les plateformes alternatives qui nous offrent beaucoup de flexibilité à nous, aux médecins et aux patients. Il y a des temps où on veut voir les patients en personne. Surtout, c'est une nouvelle consultation. Si une personne se sent malade, on apprend beaucoup de vous voir en personne. Et il y a des temps, évidemment, où on a besoin de vous examiner. Et pendant qu'on a des améliorations dans la technologie, je crois que les patients doivent se souvenir qu'on a besoin des marqueurs objectifs. Les patients ont été heureux de prendre le téléphone et de ne pas avoir à rentrer en clinique. On a quand même besoin de d'autres investigations et ça, c'est important parce que ça nous aide à construire le cas si vous êtes malade ou non. Et ça peut inclure des tests de sang, des ultrasons, d'autres formes d'imagerie. Et c'est important de continuer à le faire. Si vous nous dites je me sens assez bien, je ne me sens pas si bien aujourd'hui, on a besoin de plus d'informations pour prendre cette décision. Donc, vous pouvez travailler côte à côte avec nous et ça serait merveilleux, bien sûr. Est-ce que je peux rajouter quelque chose aussi? Bien sûr. Est-ce que Leslie a dit de ne pas avoir accès à la télémédecine à cause des gouvernements? Pensait que ce serait une mauvaise idée. Du point de vue risque, je voudrais vraiment encourager tous les gens qui participent dans les webinaires ce soir de lobbyer vos gouvernements. Les gouvernements sont devenus quasiment bizarres sur la vie privée des patients, de la façon que même les patients ne veulent même pas. Pendant qu'on a besoin que le gouvernement tienne en place
la médecine au téléphone et les appels téléphoniques et d'autres télémédecines qui incluent non seulement le téléphone, mais visuel, vidéo, Microsoft Teams, peu importe la plateforme qui est utilisée pour le visionnement. Je peux dire qu'au Manitoba, ici, notre gouvernement quand même refuse de permettre les patients d'avoir accès à leurs propres investigations. C'est absolument absurdité. C'est le sang des patients. S'ils veulent voir c'est quoi le résultat de sang, ils devraient avoir accès à leur sang. Et je sais qu'à Toronto, par exemple, les patients peuvent avoir accès à leur sang, mais j'encourage les uns partout au Canada d'encourager le gouvernement d'arrêter cette absurdité. C'est absurde de prévenir les patients d'avoir accès à leurs propres résultats. C'est fou. Donc, c'est vraiment c'était forcé sur nous et sur les gouvernements de nous laisser communiquer de cette façon. Et c'est donc la prochaine étape d'avoir les patients avoir accès à tout. Ils devraient avoir accès à leur CT scan, accès à une copie en ligne, comme nous pouvons en tant que médecins. Y a-t-il des mots finaux sur les soins du futur? Mais mon final, c'est de remercier Gil et Eric pour vraiment un travail extraordinaire. Et je parle au nom de nous tous, bien sûr, mais je sais que nous tous, on dirait la même chose. Mais je leur ai battu au punch. Vraiment, vous avez fait un travail vraiment extraordinaire. À moins que quelqu'un que je ne connais pas, vous avez pris tout ça parce que c'était dans votre âme de le faire et on est vraiment reconnaissant pour tout le beau travail que vous avez fait tous les deux de diriger le tout dans les derniers 16 mois. Merci beaucoup, Charles. Oui, on veut remercier l'équipe qui a aussi passé beaucoup de temps à les heures, les fins de semaine, les soirs, les réunions, de discuter, d'écrire. Et je crois qu'on l'a tous fait. Je sais qu'on l'a fait tous fait en tant que volontaire parce qu'on sentait que c'était important pour les patients de comprendre et de savoir connaître cette information et d'avoir le message qui se rend. On voulait aider nos patients et les patients partout au Canada et partout dans le monde entier pour comprendre l'impact de COVID-19 sur eux et sur leur maladie MII. Donc, merci tous, tout le monde sur l'équipe. Je veux remercier mon coprésident, Gil. Merci d'avoir été un partenaire extraordinaire de travailler au travail de tout ça. Et certainement, je sais qu'on va travailler ensemble de plus en plus dans le futur. Mais je veux passer quelques instants ici, un temps, pour remercier le staff, le personnel de CCC, Crohn Colite et Dr. Kate Lee, vice-présidente de recherche des services patients, qui était assis sur ce comité avec nous pour donner la voix aux patients et la voix de Crohn Colite Canada au travers de la dernière année et demie. A été vraiment instrumental d'avoir remonté tout ça et d'écrire ce rapport et tous ces aspects de représenter Crohn Colite Canada et Angie Spesek, je crois, si j'ai bien nommé, qui a travaillé vraiment fort. J'ai eu des courriels d'elle jusqu'à 11 heures le soir sur le rapport et de monter le tout a vraiment été la voie de montrer le message sur le site web, les webinaires et maintenant ce rapport. Et donc, merci Angie pour ton travail acharné. Merci Sarah Adrian, désolé pour ton nom. Sarah a été derrière la scène. Vraiment aucune gloire parce que son visage n'est jamais vu, sa voix est entendue seulement au début du webinaire. Mais Sarah vraiment a gardé le côté technique en termes d'organisation de tous ces webinaires et de nous garder sur la tâche et nous garder à l'heure la plupart du temps, pas toujours bien sûr, mais de s'assurer que vos questions étaient répondues au travers des webinaires. On apprécie vraiment tout ton travail, Sarah. Et Mike Lemay, l'interprète on a entendu ta requête pour une traduction, l'interprétation en français au fur et à mesure qu'on avançait dans ces webinaires. Et Mike a été vraiment incroyable de donner une interprétation simultanée. Merci, Mike. Merci. Je sais que c'était tough un peu. On a changé le script un peu, oui, ça a changé souvent, mais c'était mon plaisir. Et merci pour tes services d'interprétation, Mike, au fur et à mesure que tu as passé au travers de ces webinaires. Et on termine ici, et ce n'est pas la dernière fois que vous allez nous voir. Nous allons de retour, s'il y a plus d'informations sur COVID-19, nous allons vous la fournir, mais certainement, ces webinaires vont continuer dans une certaine forme pour vous aider à comprendre votre MII et les traitements et les recherches à jour et toutes les
les activités à Crohn Colite Canada. S'il vous plaît, laissez-nous savoir vos rétroactions, ce que vous aimeriez entendre dans les webinaires futurs. S'il vous plaît, soyez vaccinés. Faites-vous vacciner si vous avez trouvé que ces webinaires étaient utiles, que le rapport était utile, que les services étaient utiles. S'il vous plaît, laissez-nous savoir et faites une donation à Crohn Colite Canada, Crohn and Colitis.ca et tous les sous que vous pouvez nous donner fait avancer le tout pour fonder ces recherches et les services de Crohn Colite Canada pour leurs patients. Et on veut remercier les travailleurs de première ligne, comme nous l'avons fait à tous les fois, à chaque webinaire, que ce soit les médecins, les infirmières, les spécialistes ou les gens qui travaillent sur les lignes de front, dans les supermarchés, ou peut-être que vous avez eu malheureusement COVID-19, mais on est reconnaissant pour toute l'aide que vous nous donnez. Et c'est la fin parce que mes lumières viennent de s'éteindre et je crois que Gotiwak, la page est ouverte. On a rencontré notre but. Merci tout le monde, mais vous pouvez donner à CrohnColiteCanada.ca aussi. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup tout le monde. Prenez soin de vous. Bonsoir.